Depuis ce matin, Charlotte Dornelas, 4 gardes à vue sont en cours dans l'affaire de la disparition du petit Émile. Il s'agit de la famille. Que sait-on exactement de ce qui se passe aujourd'hui? Alors en effet, Mathieu et Gabriel l'ont dit, c'est un cauchemar sans fin cette histoire. Et l'horreur des éléments qui viennent s'ajouter aujourd'hui, qui sont portés à notre connaissance aujourd'hui, nous oblige à une extrême prudence, d'autant qu'on sait que les commentaires médiatiques, au-delà des commentaires de la population qui déjà existent, on sait combien ils peuvent polluer les dossiers dans lesquels nos imaginations galopent systématiquement. On a mis l'exemple en tête de la responsabilité médiatique, on va dire, voilà, l'horreur est suffisamment grande pour éviter qu'on en rajoute. Alors le procureur a d'ailleurs communiqué lui-même ce matin, ce qui n'est pas toujours le cas, comme pour couper court aux supputations en donnant les faits, placement en garde à vue donc des grands-parents maternels et de 2 de leurs enfants qui sont majeurs, pour homicide volontaire et recel de cadavres, dans, dit-il, une phase de vérification et de confrontation des éléments et informations recueillis lors des investigations réalisées ces derniers mois. Alors concrètement, il faut des éléments graves et concordants dans l'enquête pour ouvrir une telle garde à vue, qui laisse en l'occurrence, et c'est ce qui a stupéfait tout le monde, c'est la qualification homicide volontaire. Il y a la question de l'intention de tuer qui est examinée par les enquêteurs. Maintenant, à l'issue de cette garde à vue, vous savez, elle est de 24 heures et elle peut être prolongée pour jusqu'à 48 heures. À l'issue de cette garde à vue, il y a plusieurs solutions. Il peut y avoir des mises en examen, il peut y avoir d'autres interpellations, il peut y avoir d'autres placements en garde à vue, il peut y avoir des personnes relâchées, il peut y avoir la cessation des poursuites pour certaines. Les personnes peuvent être libres, sous contrôle judiciaire, placées en détention provisoire, en attendant le reste de l'enquête. Simplement, le temps de la garde à vue, c'est un temps d'enquête extrêmement précieux pour les enquêteurs. C'est la raison pour laquelle parfois ils attendent avant de placer tel ou tel en garde à vue, parce qu'il y a des actes d'enquête qu'ils ne peuvent faire que sous le régime de la garde à vue. Notons simplement que nous ne savons pas grand-chose en réalité, nous journalistes. On sait simplement que l'enquête initialement ouverte pour disparition s'était transformée en information judiciaire pour enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraire. Et déjà à l'époque, la justice avait expliqué que ça ne voulait pas forcément dire qu'il y avait les éléments pour ça, que la recherche était permise par ces qualifications-là. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu de garde à vue. Et maintenant, je vais éviter, contrairement à certains de mes confrères, de rentrer dans les supputations sur la jardinière. On nous a beaucoup parlé de la jardinière qui avait été saisie il y a quelques jours. Le procureur lui-même avait expliqué qu'il y a des traces de sang, on ne sait même pas de quel sang il s'agit. Ça peut être du sang animal, ça peut être du sang humain, ça peut être le sang du petit Émile, mais personne n'en a aucune idée. Les perquisitions diverses et variées, je ne sais pas si des choses ont été trouvées ou non. Je suis incapable, contrairement aux enquêteurs, de savoir si ce que je dirais éventuellement relève ou non de l'information, ce qui, vous en conviendrez, est un peu gênant dans les circonstances. Et pourtant, Charlotte Dornelas, l'émotion est intense et on ne peut s'empêcher d'avoir le sang glacé par ces informations ou par celle du suicide récent du prêtre qui a baptisé le petit Émile. Est-ce que c'est pas normal d'avoir cette stupéfaction ce Bien soir? sûr, l'émotion, la stupéfaction, elles sont normales, elles sont compréhensibles. La disparition de cet enfant, sa bouille qui revient en boucle sur nos écrans, ses parents, la jeunesse de ses parents, leurs cris de douleur. On avait entendu la voix de cette mère qui suppliait, je pense qu'on l'a tous dans la tête, le mystère, son corps retrouvé, l'enterrement de ce tout petit. Tout nous émeut évidemment dans cette affaire et chaque étape. Alors évidemment, même les mots des grands-parents qui sont aujourd'hui en garde à vue, souvenez-vous, au moment de l'enterrement, ils demandaient à ce que le silence prenne fin et qu'enfin la vérité éclate sur cette affaire. Forcément, ce sont des mots qui résonnent dans nos têtes. Ils disaient « espérer bientôt la vérité ». Alors évidemment, il y a les affaires passées du grand-père. On nous explique qu'il avait été placé sous le statut, vous vous souvenez, de témoin assisté dans une affaire de violence. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que ça fait de lui un coupable dans cette affaire? Est-ce que ça fait de lui le meurtrier de son petit-fils? Les éléments, évidemment, s'arrêtent là dans l'explication. Ce qui est sûr, c'est que, évidemment, tuer son petit-fils relève de l'impensable. Donc notre émotion, notre sidération, elle appartient à ça. On imagine évidemment la question du mensonge à l'intérieur d'une famille et notre sidération est normale. Simplement apporter des réponses alors que nous n'avons pas les éléments, on bascule dans autre chose. Et vous l'avez dit, à la nouvelle glaçante de ce matin, de ces gardes à vue, il y a l'information du suicide du prêtre proche de la famille. Mais là encore, la prudence devrait nous obliger à ne pas, à donner cette information
en tremblant littéralement. C'est-à-dire que le prêtre, nous dit-on, il y avait eu une brouille entre le prêtre et les parents parce que le prêtre avait transmis une photo de la famille. Si le prêtre a transmis une photo de la famille, la colère ou la brouille ou l'énervement entre les parents, les grands-parents et ce prêtre peut être compréhensible. Elle ne pousse pas quelqu'un au suicide, en tout cas elle ne l'explique pas aujourd'hui, en tout cas moi je suis incapable de l'expliquer comme ça. Et là encore, évidemment avec ce prêtre, puisque la coïncidence est stupéfiante, notre imagination galope. Il était proche de la famille, beaucoup ont évoqué aujourd'hui la question de la possibilité du secret de la confession, vous savez, qui pouvait être trop lourd, mais qui sait qui s'est confessé de quoi à ce prêtre? Le mot qu'il a laissé n'évoque absolument pas la question d'Émile. Peut-être faudrait-il évidemment le préciser en premier. Là encore une fois, je suis incapable de répondre et la décence, m'oblige à m'arrêter ici. Et je précise à toute fin utile que dans ce dossier, toute la famille, absolument toute la famille, est catholique, pratiquante et de rite traditionnel. En tout cas, c'est ce qu'elle suit. Le prêtre en question disait la messe traditionnelle. Les parents d'Émile suivaient la messe traditionnelle. Les grands-parents d'Émile également. Toute la famille. Il y a, même s'il y a des agresseurs, il y a aussi des victimes. On comprend bien que ça n'est pas le mobile et qu'il n'y avait pas la motivation par le biais de cette religion. Peut-être un jour découvrira-t-on qu'il y a une immense déception par rapport à ce qui était professé. Encore une fois, aujourd'hui, personne n'a les éléments pour l'affirmer. Certains évoquent également des dissensions dans la famille qui auraient été révélées par des écoutes téléphoniques. Et là encore, on l'a entendu, en effet, certains journalistes parler de ces dissensions. Après un tel drame qu'est la disparition d'un enfant, quelles que soient les circonstances, et qui en plus aujourd'hui relève du mystère pour tout le monde, la colère après un drame survenu, après qu'un enfant a échappé à la surveillance au sein d'une famille, est compréhensible par tout le monde. Cela n'explique pas la situation dans laquelle nous sommes rendus ou ce qui s'est passé ce mois de juillet où Émile a disparu. Ce qui nous sidère revient souvent dans ces faits-là, et c'est exactement ce que disait Mathieu tout à l'heure. On a tous les éléments pour que notre imagination ne s'arrête pas. On imagine le secret familial, le mensonge, l'enfant absolument innocent, la violence de tel ou tel, du grand-père en l'occurrence. Il y a tous les éléments pour refaire une de ces grandes histoires qui nous ont passionnés. L'information du jour ajoute à la sidération, c'est certain. On a entendu toute la journée, certains diront qu'ils s'en doutaient, d'autres qu'ils ne peuvent pas le croire. Simplement, ces affaires ont toujours passionné les foules. Nous sommes un peu plus, nous journalistes, que des foules normalement. Nous devrions nous obliger précisément à ces moments-là à la prudence et à la décence devant ce qui est déjà suffisamment monstrueux sans notre commentaire.